Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors nous qui avons pris l'habitude de vivre au rythme des affaires, des scandales, des tromperies révélées par tel ou tel site internet, telle ou telle chaîne d'infos, on pourrait finir par croire que l'époque est plus corrompue que les précédentes et les escrocs seraient une espèce en voie de prolifération. Erreur, grossière erreur. L'escroquerie est de tout temps parce qu'elle fait partie de la nature humaine et chaque siècle, chaque règne a eu ses aigres fins. Je dirais même que comparé à ceux de la Belle Époque, par exemple, les nôtres finiraient par sembler ternes. Ce sont des escrocs petits pieds. La reine de la profession, ou la sainte patronne, si j'ose aller jusque-là, a été surnommée la Grande Thérèse par la presse de son temps. C'est Thérèse Humbert, fabuleuse figure, fabuleuse et affabulatrice. Je laisse à Gilbert Guilleminot le soin de nous la présenter. Pendant 20 ans, elle a voulu de l'argent, elle n'a voulu que cela. Elle a eu 100 millions or. Au cours actuel du louis, le calcul donne le vertige. Thérèse Humbert est née Thérèse d'Aurignac en 1856 au village d'Aussonne dans la Haute-Garonne. Sur sa famille, on ne possède que des renseignements imprécis. Au nombre des voisins, les d'Aurignac comptaient une famille qu'on recevait avec distinction dans la meilleure bourgeoisie toulousaine, les Humbert. Ceux-ci n'étaient pas riches, mais ils tiraient leur lustre de la personnalité du chef de famille, Gustave Humbert, professeur de droit romain, politicien notoire. Thérèse a jeté son dévolu sur un jeune homme élégant, Frédéric Humbert, qui est le fils de Gustave, un jeune homme instruit, distingué, qui s'est essayé avec des bonheurs divers au droit, à la peinture et à la poésie. Une jeune menteuse professionnelle a donc réussi à épouser un jeune homme de bonne famille, assez margoulin en vérité, pour devenir très vite son complice. La question qui se pose est de savoir si beau papa, qui tout de même va devenir un jour garde des Sceaux, qui sera même un jour président de la Cour des comptes, de savoir si beau papa est dupe ou bien complice. Aurait-il seulement été la première victime crédule des tourtereaux? Comme il mourra en 1894, c'est-à-dire 9 ans avant ce qui deviendra le plus célèbre procès du siècle, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Revenons, si vous le voulez bien, aux origines de Thérèse, et c'est un grand avocat, c'est maître René Floriot en personne qui fait les présentations. Je le cite. Les origines de Thérèse étaient incertaines pour ne pas dire plus. Son père était un enfant naturel. La mère avait fini par le reconnaître, mais seulement 38 ans après sa naissance, ce qui est tout de même assez rare. C'est ainsi qu'après s'être appelé pendant ses 38 premières années Guillaume Auguste, il devint, à l'approche de la quarantaine, Guillaume Auguste d'Aurignac. Puisqu'aussi bien il possédait enfin un nom, il décida de l'améliorer encore. La respectabilité bourgeoise que confère un patronyme ne lui semblait pas suffisante et, féru de noblesse, il mit d'autorité une apostrophe à son nom de d'Aurignac et il le fit précéder d'un titre de comte. Courtier matrimonial, vigneron amateur, il est installé dans ce qu'il appelle le château d'Œillet, domaine que plus tard la procédure qualifiera dédaigneusement de ferme. Bref, ferme ou château, Thérèse y grandit, elle y devint une très jolie jeune fille, qu'un léger zézément ne fera que rendre plus séduisante encore. À qui la marier? Non loin d'Œillet, Monsieur Gustave Humbert vient passer ses vacances en famille. Il est avocat, professeur à la faculté de droit de Toulouse, et pour l'heure sénateur. Il deviendra par la suite procureur général, premier président de la Cour des comptes et garde des Sceaux. Il a un fils, Frédéric Humbert. Les jeunes gens se plaisent, on pourrait croire que le manque de fortune de Thérèse sera un obstacle à ce mariage, ce serait mal connaître notre héroïne, et dès ce moment, nous pouvons lui faire confiance. Elle a le génie de la persuasion, Thérèse. Le magistrat qui plus tard réglera son dossier devant la cour d'assises dira « Elle paraissait très en dehors, très franche, pleine de cœur. Un certain air ingénu la rendait sympathique et commandait la confiance. Qui causait avec elle était fatalement conquis. »
De là à conclure que le beau-père a été fatalement conquis lui aussi, ce qui est sûr, c'est que le mari, lui, Frédéric, le fils du grand dignitaire, n'aura été que fatalement complice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vous parle d'escroquerie du siècle, peut-être faut-il commencer par vous en expliquer le principe. C'est un principe simple, bien connu dans les milieux de la police et de la justice. On appelle ça le trésor espagnol. Qu'est-ce que c'est qu'un trésor espagnol ? Je cite Jacques Delarue. Le trésor espagnol, c'est le pont aux ânes de l'escroquerie. Bien entendu, on ignore tout de son inventeur, mort sans doute depuis des siècles. Son mécanisme est extrêmement simple. Un monsieur prétend avoir des droits sur une fortune importante, située à l'étranger, à l'origine en Espagne, pays nimbé d'un certain exotisme malgré sa proximité. Mais il a des difficultés pour rentrer en possession de ce trésor. Par exemple, c'est un héritage qu'on lui dispute, ou pour lequel il faut accomplir un vœu formulé par le testateur, ou bien il s'agit d'un trésor caché et des fouilles coûteuses sont nécessaires, ou le transfert des fonds est interdit et il faut s'assurer les complicités des intéressés. Le trésor espagnol de Thérèse Imbert, en l'occurrence, c'est un héritage impossible à toucher. Elle a inventé cette histoire de toute pièce, je vous le dis tout de suite, mais vous savez que certains esprits sont fertiles dès qu'il est question de berner leur monde, et celui de Thérèse confine même au génie. Elle aurait donc recueilli la succession d'une très riche demoiselle, propriétaire du château de Marcotte. Malheureusement, la fortune dont il est question est rendue indisponible par l'existence d'une usufruitière en la personne d'une demoiselle encombrante. Elle-même, c'est une demoiselle sans héritier, c'est plus pratique. On n'a pas pu, explique Thérèse, régler la succession pendant sa minorité, et quand elle est devenue majeure, manque de chance, son prénom ayant été mal orthographié, dites donc, elle a joué de malheur, elle n'a pas pu toucher la somme. La ficelle est grosse, mais il faut compter sur la propension des gens à croire au Père Noël, aux contes de fées, à tout ce qui, soudain, pourrait venir enjoliver, colorer, pourrait illuminer, rendre un peu magique leur terne existence. – 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors nous qui avons pris l'habitude de vivre au rythme des affaires, des scandales, des tromperies révélées par tel ou tel site internet, telle ou telle chaîne d'infos, on pourrait finir par croire que l'époque est plus corrompue que les précédentes et les escrocs seraient une espèce en voie de prolifération. Erreur, grossière erreur. L'escroquerie est de tout temps parce qu'elle fait partie de la nature humaine et chaque siècle, chaque règne a eu ses aigres fins. Je dirais même que comparé à ceux de la Belle Époque, par exemple, les nôtres finiraient par sembler ternes. Ce sont des escrocs petits pieds. La reine de la profession, ou la sainte patronne, si j'ose aller jusque-là, a été surnommée la Grande Thérèse par la presse de son temps. C'est Thérèse Imbert, fabuleuse figure, fabuleuse et affabulatrice. Je laisse à Gilbert Guilleminot le soin de nous la présenter. Pendant 20 ans, elle a voulu de l'argent, elle n'a voulu que cela. Elle a eu 100 millions or. Au cours actuel du louis, le calcul donne le vertige. Thérèse Imbert est née Thérèse d'Aurignac en 1856 au village d'Aussonne dans la Haute-Garonne. Sur sa famille, on ne possède que des renseignements imprécis. Au nombre des voisins, les d'Aurignac comptaient une famille qu'on recevait avec distinction dans la meilleure bourgeoisie toulousaine, les Imbert. Ceux-ci n'étaient pas riches, mais ils tiraient leur lustre de la personnalité du chef de famille, Gustave Imbert, professeur de droit romain, politicien notoire. Thérèse a jeté son dévolu sur un jeune homme élégant, Frédéric Imbert, qui est le fils de Gustave, un jeune homme instruit, distingué, qui s'est essayé avec des bonheurs divers au droit, à la peinture et à la poésie. Une jeune menteuse professionnelle a donc réussi à épouser un jeune homme de bonne famille, assez margoulin en vérité, pour devenir très vite son complice. La question qui se pose est de savoir si beau papa, qui tout de même va devenir un jour garde des Sceaux, qui sera même un jour président de la Cour des comptes,
de savoir si Beau-Papa est dupe ou bien complice. Aurait-il seulement été la première victime crédule des tourtereaux? Comme il mourra en 1894, c'est-à-dire 9 ans avant ce qui deviendra le plus célèbre procès du siècle, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Revenons, si vous le voulez bien, aux origines de Thérèse, et c'est un grand avocat, c'est maître René Floriot en personne qui fait les présentations. Je le cite. Les origines de Thérèse étaient incertaines pour ne pas dire plus. Son père était un enfant naturel. La mère avait fini par le reconnaître, mais seulement 38 ans après sa naissance, ce qui est tout de même assez rare. C'est ainsi qu'après s'être appelé pendant ses 38 premières années Guillaume Auguste, il devint, à l'approche de la quarantaine, Guillaume Auguste d'Aurignac. Puisqu'aussi bien il possédait enfin un nom, il décida de l'améliorer encore. La respectabilité bourgeoise que confère un patronyme ne lui semblait pas suffisante et, féru de noblesse, il mit d'autorité une apostrophe à son nom de d'Aurignac et il le fit précéder d'un titre de comte. Courtier matrimonial, vigneron amateur, il est installé dans ce qu'il appelle le château d'Œillet, domaine que plus tard la procédure qualifiera dédaigneusement de ferme. Bref, ferme ou château, Thérèse y grandit, elle y devint une très jolie jeune fille, qu'un léger zézément ne fera que rendre plus séduisante encore. À qui la marier? Non loin d'Œillet, Monsieur Gustave Imbert vient passer ses vacances en famille. Il est avocat, professeur à la faculté de droit de Toulouse, et pour l'heure sénateur. Il deviendra par la suite procureur général, premier président de la Cour des comptes et garde des Sceaux. Il a un fils, Frédéric Imbert. Les jeunes gens se plaisent, on pourrait croire que le manque de fortune de Thérèse sera un obstacle à ce mariage, ce serait mal connaître notre héroïne, et dès ce moment, nous pouvons lui faire confiance. Elle a le génie de la persuasion, Thérèse. Le magistrat qui plus tard réglera son dossier devant la cour d'assises dira « Elle paraissait très en dehors, très franche, pleine de cœur. Un certain air ingénu la rendait sympathique et commandait la confiance. Qui causait avec elle était fatalement conquis. » De là à conclure que le beau-père a été fatalement conquis lui aussi, ce qui est sûr, c'est que le mari, lui, Frédéric, le fils du grand dignitaire, n'aura été que fatalement complice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vous parle d'escroquerie du siècle, peut-être faut-il commencer par vous en expliquer le principe. Oh, c'est un principe simple, bien connu dans les milieux de la police et de la justice. On appelle ça le trésor espagnol. Qu'est-ce que c'est qu'un trésor espagnol? Je cite Jacques Delarue. Le trésor espagnol, c'est le pont aux ânes de l'escroquerie. Bien entendu, on ignore tout de son inventeur, mort sans doute depuis des siècles. Son mécanisme est extrêmement simple. Un monsieur prétend avoir des droits sur une fortune importante, située à l'étranger, à l'origine en Espagne, pays nimbé d'un certain exotisme malgré sa proximité. Mais il a des difficultés pour rentrer en possession de ce trésor. Par exemple, c'est un héritage qu'on lui dispute, ou pour lequel il faut accomplir un vœu formulé par le testateur, ou bien il s'agit d'un trésor caché et des fouilles coûteuses sont nécessaires, ou le transfert des fonds est interdit et il faut s'assurer les complicités des intéressés. Le trésor espagnol de Thérèse Imbert, en l'occurrence, c'est un héritage impossible à toucher. Elle a inventé cette histoire de toute pièce, je vous le dis tout de suite, mais vous savez que certains esprits sont fertiles dès qu'il est question de berner leur monde, et celui de Thérèse confine même au génie. Elle aurait donc recueilli la succession d'une très riche demoiselle, propriétaire du château de Marcotte. Malheureusement, la fortune dont il est question est rendue indisponible par l'existence d'une usufruitière en la personne d'une demoiselle encombrante. Elle-même, c'est une demoiselle sans héritier, c'est plus pratique. On n'a pas pu, explique Thérèse, régler la succession pendant sa minorité, et quand elle est devenue majeure, manque de chance, son prénom ayant été mal orthographié, dites donc, elle a joué de malheur, elle n'a pas pu toucher la somme. La ficelle est grosse, mais il faut compter sur la propension des gens à croire au Père Noël, aux contes de fées, à tout ce qui, soudain, pourrait venir enjoliver, colorer, pourrait illuminer, rendre un peu magique leur terne existence. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le jour même de son mariage, Thérèse a un petit peu donné le tournis quand même à sa très honorable belle famille, y compris à son célèbre juriste de beau-père, Gustave Imbert, parce que tout de même, au moment de la lecture des actes, l'officier d'état civil a clairement énoncé qu'elle était majeure, ce qui contredit ce qu'elle avait dit à tout le monde, puisqu'elle s'était fait passer pour plus jeune que son époux, alors qu'en fait, elle est largement son aînée. Thérèse a à peine rougi, elle a souri et avec sa bonne mine et son naturel confondant, elle a prétendu sans ciller que le fonctionnaire avait confondu son acte de naissance avec celui d'une autre Thérèse, sa sœur aînée morte en bas âge, dont je n'ai même pas besoin de vous dire qu'elle n'a jamais existé, bien sûr. L'essentiel pour Thérèse, c'est d'être entrée dans cette belle famille, à tous les sens du mot, dans la bonne société, c'est de quitter sa province qu'elle abhorre pour un appartement parisien, rue Monge dans un premier temps. Elle va pouvoir profiter du grand nom de son beau-père pour commencer à fréquenter gentiment le tout Paris. Je cite Gilbert Guilleminot. Aussitôt après leur mariage, Thérèse et Frédéric viennent s'installer à Paris rue Monge dans un modeste appartement. La bonne société toulousaine soupire. Que voulez-vous ? Frédéric n'est pas un homme pratique, c'est un rêveur, un poète, un artiste. Il a fait un mariage d'amour, hélas, sa femme n'est pas de son monde. En réalité, pendant 2 ans, le couple ajuste le mécanisme qui va le rendre célèbre. Les amis, les relations commencent à parler d'un héritage de plusieurs millions, légué par un Américain du nom de Crawford. Vous voyez qu'on est en train de changer complètement d'histoire. Là, ça n'est plus une demoiselle qui donne un château, c'est un très riche Américain. Et tout cela est encore très mince, nous dit Guilleminot. Les rumeurs ont peu de consistance. Il est probable que l'escroquerie n'aurait pas eu la grande envergure qu'on connaît sans l'entrée en scène du beau-père. Or, voici que le sénateur, procureur général de la Cour des comptes et ministre de la Justice, s'il vous plaît, demande une consultation au professeur Acarias, un des plus célèbres juristes internationaux. Il connaît tous les détails de la succession, il a même découvert une erreur de 600 000 francs dans les comptes fournis à ses pauvres enfants. Encore une fois, est-ce qu'il est sincère, le beau-père, ou est-ce qu'il est berné par sa belle-fille ? Ça, on ne le saura jamais. Bref, aux yeux de tous, il faut qu'elle passe pour une héritière spoliée, empêchée de jouir tranquillement de la fortune léguée par son oncle d'Amérique. Et pour accréditer cette fable, quoi de plus efficace que d'avoir recours à la justice elle-même ? Maître Floriot nous explique la chose comme si elle coulait de source. Je le cite. Thérèse a trouvé le moyen d'empêcher tout le monde de vérifier son histoire et c'est là qu'apparaît son génie. Elle va créer de toutes pièces un énorme procès nécessitant des frais très importants et dans lequel les 2 parties, assistées des meilleurs avocats de l'époque, mettront un égal acharnement. Comment supposer que 2 plaideurs exposent des faits considérables pour recueillir une succession inexistante ? Le procès garantissant l'existence de la succession, les usuriers ne pensent même pas à vérifier l'existence de celle-ci, et ils se bornent à examiner les chances qu'a Thérèse Imbert de gagner sa cause. Ces chances sont énormes, puisque c'est Thérèse elle-même qui a monté de toutes pièces l'instance dans laquelle elle est engagée et que son mari est un excellent procédurier. Vous m'objecterez que pour plaider, il faut être 2. Mais quand on a créé des châteaux, des hypothèques et des héritages, on ne peut se laisser arrêter par une difficulté aussi banale. Thérèse Imbert plaidera contre des personnages imaginaire. Vous avouerez que c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'elle a fabriqué une partie adverse qui procède par courrier parce qu'elle est aux États-Unis et qui va s'opposer à elle-même. Mais c'est elle qui écrit les lettres des 2 côtés, bien sûr. Et pendant 17 ans, nous dit René Floriot, devant le tribunal de la Seine, la Cour de Paris, devant la Cour de cassation elle-même, ses adversaires vont opposer sans faiblir une seconde, un bon droit de la bonne Thérèse, les arguments les plus machiavéliques, les moyens de droit les plus subtils, afin qu'elle ne puisse entrer en possession de son héritage. C'est-à-dire que c'est elle-même qui fabrique les moyens qui l'empêchent d'hériter. Les nécessités du scénario obligeront cependant ses adversaires à apparaître 2 ou 3 fois en chair et en os. Ceci n'est pas de nature à effrayer Thérèse. Dieu merci, elle fait partie d'une de ces familles tendrement unies, dans lesquelles on ne saurait laisser l'un des siens dans l'embarras, n'est-ce pas ? Elle a notamment 2 frères qui se feront un devoir de jouer les rôles qu'elle leur a assignés dans la pièce dont elle est l'auteur. Il faut quand même vous dire que la fable de départ donc a changé. Maintenant, il s'agit d'un oncle, d'un tonton d'Amérique qui avait
testé en faveur de Thérèse. Elle ne peut pas toucher son héritage. Voilà, c'est toute l'histoire, mais mise sur pied par Thérèse. Le 7 septembre 1877, son oncle en question, Henry Robert Crawford, est mort en laissant un héritage évalué à 50 millions de francs or. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Il a laissé donc un testament dans lequel il institue Thérèse sa légataire universelle. Donc, elle est entrée, si vous voulez, en possession des 50 millions. Seulement, avant qu'elle ait pu disposer de cet argent, il y a un second testament qui a été découvert, qui est hélas tout différent du premier. Thérèse ne serait plus légataire universelle et la fortune du défunt serait léguée pour un tiers à Marie d'Aurignac, qui est la jeune sœur de Thérèse, et les 2 autres tiers seraient attribués aux 2 neveux de Crawford, qui s'appellent Henry et Robert. Henry et Robert, devrait-on dire, parce qu'ils sont quand même américains. Et donc la pauvre Thérèse n'aurait plus qu'une rente viagère. La loi a prévu le cas. Lorsqu'il existe plusieurs testaments, le plus récent est seul pris en considération. Et malheureusement, dans notre cas, la difficulté a l'air insoluble puisque les 2 testaments portent la même date. Les Crawford et les d'Aurignac sont gens de bonne compagnie, ils considèrent qu'on doit pouvoir se mettre d'accord. On signe un protocole au terme duquel la succession reste en possession de Thérèse, qui est constituée en séquestre avec l'obligation de toucher les intérêts de la succession, qui serviront à acheter de nouveaux titres, notamment des rentes françaises de l'État, etc. Et la majorité de Marie d'Aurignac, lorsqu'elle arrive, va lui permettre d'épouser un des 2 neveux, c'est-à-dire soit Henry, soit Robert, et l'on fait semblant de tergiverser, de ne pas savoir lequel des 2 choisir. Vous voyez un peu le cinéma qu'on est en train de monter.